Vingegaard, pour ses 20 ans, est le plus solide des enfants. Son père, le prince Tadej, lui a prêté son maillot blanc. Il reprend du temps sur ce porté d'argent. Porté d'argent. À voir qu'un carapace se lève, élève les yeux et dans ses rêves, il part. Jolie petite histoire. Oh là là, je suis chaud. Quelle étape on a vécu. Allez, reviens mon Polo. Je sais que téléphone c'est ta cam, mon gars. Je le sais. Allez, reviens. Quelle étape on a vécu. Voilà, hier j'avais pas envie de chanter. Aujourd'hui, j'ai envie de chanter avec Roby en plus qui fait mes bacs. Ça va, Robin? Je me suis appliqué. Backer. Je me suis appliqué, en plus j'ai découvert les paroles il y a 5 minutes, mais j'espère que j'ai fait ça bien. C'est bon, c'est fini? T'as pas entendu les paroles. T'abuses, sérieusement t'abuses. Non, Il s'est donné, Joseph, à écrire ça. Ouais, mais bon, C'est super stylé, je mets les paroles tout de suite dans le chat. Elle était incroyable cette chanson. Il y a Bill Looking qui dit c'est validé. Ah, merci la famille. Après, il y a d'autres messages un peu moins sympas. On est là pour rigoler, hein. Bon, Polo, à part ça, ça va? Ouais, ça va. Le moment difficile est passé pour toi. Ça va très bien, ouais. C'était un moment bien plus difficile que l'étape du jour, qui était très très plaisante pour le coup. Bon, bah tant mieux. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Robin, c'est vrai que ça nous a donné envie d'être de bonne humeur, en tout cas. Ouais, on en avait parlé hier, on attendait cette étape, donc je pense qu'on n'a pas été déçus. Ouais, même si on n'a pas eu de victoire française pour un 14 juillet, on a eu une belle étape. On peut pas tout avoir. Step by step, peut-être que demain, on ne sait jamais, on va voir. D'ailleurs, regardez le débat, que doit-il viser? Peut-être une victoire demain à Luzardiden, on va en parler en tout cas. Débrief du coup. Jean-Mur est déjà très chaud dans le chat, Joseph. Jean-Mur, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit j'ai pleuré des larmes de sang quand j'ai vu Gaudu aussi fort aujourd'hui et ne pas suivre Conrad hier. Demain, je fais all-in sur lui à Luzardiden, c'est les Maldives ou Valenciennes. Je suis un peu comme lui. Demain, je vais faire all-in sur Gaudu. J'ai quelques free bets à utiliser. Ouais, il me doit 18 millions d'euros. Ça peut être intéressant, effectivement. Donc, bienvenue sur la quotidienne Roue libre à tous. Pour tous ceux qui arrivent maintenant, malheureusement, vous avez raté un très grand moment avec la chanson sur Vingegaard, les amis. Mais heureusement, vous arrivez pour entendre surtout parler vélo pendant 1 heure. On va faire du coup débrief de l'étape du jour qui a été très intéressante. La victoire de Tadej Pogačar avec le maillot jaune. Alors, il avait déjà gagné un contre-la-montre, mais cette fois, il gagne une étape en ligne avec un maillot jaune. Et ça, c'est très important dans son histoire sûrement. Vingegaard vs Carapace, ça nous a tenu en haleine sur la fin de l'étape. Ça a été très intéressant. On va en parler de l'attitude de Carapace, savoir si ça vous a plu ou non, si vous la comprenez, si c'était bien joué tactiquement, jusqu'à quel point. Bah oui, mais ça ne plaît pas à tout le monde, ce genre d'attitude, Robin. Tu vas voir, on va demander au chat le débat. Du coup, David Gaudu, que doit-il viser? Parce qu'aujourd'hui, il a été à un niveau bien supérieur à ce qu'il nous a montré dernièrement dans les Alpes et notamment sur le début des Pyrénées. La preview de la 18e étape à Luzardinen, la dernière étape de montagne. Rendez-vous avec l'histoire, parce que Luzardinen, c'est l'histoire du Tour de France, mais aussi rendez-vous avec l'histoire, car on ne sait jamais, le Tour de France peut basculer là-bas. On va voir et on va en parler. La rétro aujourd'hui, Robin, on retourne en 1910. Ouais, on va parler Peyresourde, Aspin, Aubisque, Tourmalet. Beaucoup de cols qui sont empruntés soit demain, soit qui ont été empruntés aujourd'hui. Demain, le Tourmalet, aujourd'hui, c'était Peyresourde. On va parler de la première traversée des Pyrénées, ouais. Et on terminera chatroom et puis quiz, comme d'habitude, avec Robin qui mène 6-3 au quiz. C'est ça le score? 6-3. Je sais plus, j'aurais dit 6-3 ou 6-4. Ah, ouais. 6-4? Non, le dernier, il était sur Andy Schleck, j'ai gagné. 6-3 ou 7-3 plutôt, pas 6-3 ou 6-4. Ouais, 7-4, moi j'aurais dit. 7-4, bon, c'est pareil, ça me va. C'est pas pareil, mais 7-4. Du coup, on démarre avec le débrief, les amis. Pour ceux qui n'ont pas vu l'étape, je vous fais un rapide résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui en étape. On va faire ça sur le col du Portet, en tout cas. En image, il y avait une échappée aujourd'hui, avec notamment Pérez et Godon. Joyeuse fête nationale à tous, les amis, d'ailleurs. 14 juillet, on a eu... Attends, il y a juste pour dire un petit truc, Joseph, il y a Vas Guilmin qui demande, vous jouez au tennis, les gars?
Et j'ai été jouer au tennis aujourd'hui parce que hier, je vous ai dit que j'avais pas pu jouer, il pleuvait. J'ai joué aujourd'hui. Voilà. Et t'as été bon ou pas? Correct. Mais là, en fait, ça fait quelques semaines que j'ai repris avec des potes, mais j'avais eu une longue pause tennistique, disons. Bon, t'as fait honneur moyennement, disons. Ouais, disons que j'ai prévu de regarder des tutos sur YouTube ce soir pour savoir comment améliorer mon coup droit. Donc, c'est que c'est pas encore fameux. Eh ben, regarde le match de Caroline Garcia. Elle a gagné pour la première fois un premier tour depuis 4 tournois, je crois. Mais enfin, bon, C'est beau. Voilà. Du coup, Pérez et Godon sont partis dans l'échappée. Pérez a essayé d'y aller seul. Malheureusement, il a été repris. Hop, c'est dans l'autre sens. Et du coup, c'est à 8 km de l'arrivée qu'on a eu un premier démarrage de Tadej Pogacar qui a fait énormément travailler son équipe juste avant. Après, la première vraie info qu'on a eue, c'est que Uran, qui était deuxième du général, a commencé à craquer à 7 km de l'arrivée. Mais il a tenu un bon moment. Juste derrière Tadej Pogacar, là, on a Vingegaard et Carapaz qui tenaient. Vingegaard passait des relais à Pogacar, ce que ne faisait pas Richard Carapaz, qui, on le sentait, était en souffrance. En tout cas, il avait le faciès qui montrait qu'il ne souhaitait pas passer. Vous allez me dire si oui ou non il en était capable selon vous. C'est resté comme ça pendant un bon moment. Voilà, à 2 km de l'arrivée. On a vu une attaque de Carapaz finalement à 1 km 4. Vingegaard n'a pas réussi à suivre dans des gros pourcentages. Et sur le replat, finalement, on a vu Vingegaard qui est revenu. Et comme vous le voyez, Carapaz qui a, lui, de son côté, a malheureusement craqué. Parlons de Tadej Pogacar, Polo. Première victoire en jaune et celle-là, historiquement, elle est importante pour lui. Ouais, elle est importante pour lui parce que bon, il avait gagné deux contre la montre, il n'avait pas encore gagné en jaune, il n'avait pas gagné en montagne. Donc forcément, pour un vainqueur du Quand Tour même, de Grand France. Colombier. Hein? Oui. Ah, tu veux dire cette année? Oui, cette année, oui. D'accord. Attends. L'année dernière, il gagne en montagne. Oui, mais je voulais dire, Colombier, non, mais je voulais dire avec le maillot jaune, pardon, excuse-moi. Ouais. Et pour le coup, voilà, c'était important. On parlait du fameux statement dont on parlait hier. On avait vraiment envie de voir un Tadej Pogacar faire exactement la course que Tadej Pogacar a faite aujourd'hui, c'est-à-dire faire rouler ses équipiers sur les échappées et tout tenter pour aller chercher cette victoire. Surtout qu'il l'a pas volé parce que il a attaqué, puis il a re-attaqué, puis il a fait le tempo, puis il a recontinué d'attaquer. 4 accélérations en tout. Ouais, c'est une très très belle victoire pour Pogacar et c'est finalement un peu ce qu'on attendait de cette étape du jour. À partir du moment où on ne se doutait pas qu'il serait mis en difficulté par ses coéquipiers, ça fait quand même une semaine, voire deux, qu'on dit que c'est quand même difficilement envisageable. Bah, à partir de ce moment-là, on voulait voir exactement ce que ça donnerait avec un Pogacar qui veut aller chercher cette belle étape de montagne. Ouais, c'est vrai, Robin, qu'elle est importante et surtout, effectivement, comme le dit Paul, il y a aussi la manière en faisant rouler son équipe et derrière en plaçant plusieurs accélérations. Tactiquement, il a très bien contrôlé. Ouais, faire rouler son équipe, il était un peu obligé parce que personne n'allait le faire à sa place. Mais une fois qu'on était dans le dernier col et que les échappées étaient repris ou presque parce que Anthony Pérez était vraiment tout proche, Pogacar, il aurait pu se contenter de rester dans les roues, attendre que Carapaz et Vingegaard attaquent ou peut-être que ça aurait été un autre, mais il aurait pu rester planqué et sortir à 200 mètres pour aligner tout le monde. Il a 5 minutes d'avance, c'était pas à lui de mettre les attaques et de faire exploser tout le monde. S'il sait qu'il est le plus fort, et c'est le cas, on l'a encore vu, il peut très bien attendre les 500 derniers mètres. Et finalement, c'est lui qui lance les hostilités à 8 km. Tu nous as mis l'image tout à l'heure. Bah voilà, c'est quand même fort, je trouve. On a beaucoup tapé sur Pogacar, entre guillemets. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans de Pogacar de par les suspicions qu'il y a autour de lui. Mais force est de constater, encore une fois aujourd'hui, qu'il te fait le spectacle et qu'il va gagner avec panache. Voilà, alors ça, on lui a jamais enlevé, hein, le panache qu'il avait. C'est quelque chose qu'il montre depuis déjà un moment, depuis ses victoires d'étape sur la Vuelta. Et voilà, là, il le fait, comme dit Polo, avec la manière pour pas qu'on vienne lui dire que son maillot jaune, il l'a eu au rabais pour X ou Y raison. Non, là, son maillot jaune, on voit bien que c'est pas que grâce au chrono qu'il l'a, c'est aussi parce qu'en montagne, il est le plus fort. Alors ouais, il n'a pas fait des écarts monstrueux aujourd'hui. Enfin, il en fait quasi même pas sur les deux qui sont sur le podium, mais il a montré qu'il était intouchable, quoi. Il a montré que
non, il allait pas perdre ce Tour de France, que c'était lui qui faisait la sélection. Après qu'il avait laissé un peu les deux qui étaient derrière lui se bagarrer parce que ça le faisait marrer de regarder, mais ensuite c'est lui qui a aligné tout le monde. Il y a Et c'est Bob pas un Boff dans épicier, le quoi. chat, Polo, qui dit justement à propos de ce comportement possible d'épicier, qui dit même quand on est le plus fort et en tête, il ne faut jamais attendre. Jurisprudence Roglic l'an dernier, on le rappelle, qui avait été repris finalement par Tadej Pogacar sur le dernier chrono. Paul, est-ce que tu t'attendais, toi, à ce que Pogacar, malgré son avance conséquente de 5 minutes sur Uran avant l'étape, soit le premier à lancer les hostilités? Bah ouais, je pense. Déjà parce que c'est un peu lui qui le fait depuis le début de ce Tour de France. Peut-être moins dans les Alpes ou sur la deuxième semaine, sur la deuxième étape des Alpes. Il me semble qu'à Tignes, c'est Carapaz, ou alors c'est le contraire, c'est Grand Bornand, c'est Carapaz et qui se fait contrer. Mais sinon, à chaque fois, c'est lui. À chaque fois, c'est lui qui attaque. Et puis, comme on l'a dit avec Robin, il avait besoin de cette victoire probante avec la manière. Et de toute manière, c'est pas un coureur qui a l'habitude de courir comme un épicier, entre guillemets. Donc oui, c'était quand même très attendu. En tout cas, à partir du moment où, même hier, on se le disait, hein, on imaginait fortement que UAE allait rouler pour aller chercher la victoire d'étape. À partir du moment où on a vu que ça allait se faire, on pouvait se douter que dès que le dernier coéquipier de Pogacar allait s'écarter, il allait en mettre une. Donc oui, franchement, on peut. C'était pas surprenant, en tout cas. Maintenant, on va voir si son appétit est toujours S'il est insatiable et rassasié. s'il est rassasié et s'il a envie d'aller en chercher encore une demain. C'est ça la vraie Ouais, question. c'est vrai. Mais Vous vous attendiez à ce qu'il soit pas plus fort vraiment que Carapaz, que Vingegaard, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il n'a pas cherché forcément à leur mettre une menace moi, je parce qu'il pense n'en qu'il n'a avait pas pas besoin? cherché. Je pense qu'il n'a pas cherché à terminer avec 1 minute d'avance sur tout le monde, honnêtement. Je pense qu'il a voulu les tester un peu, leur faire un peu mal. Quand il a vu ils étaient quand même bien calés dans la roue, je suis pas sûr qu'il avait envie de partir dans un raid sur les 3-4 derniers kilomètres. Parce que quand il sort, honnêtement, ne serait-ce que sur le sprint, quand il décide d'aller faire le sprint, ce qu'il leur met, il met un bel écart, quoi. Sur un sprint de 100 mètres, il prend, je crois, 3 secondes à Vingegaard. Alors Vingegaard, il revient de l'arrière, il est un peu cramé peut-être. Carapaz vient de passer une grosse attaque, mais ça montre bien que la grosse attaque de Carapaz sur le dernier kilomètre, elle n'a pas fait mal à Pogacar, quoi. Donc Non. il va te faire le sprint encore très très costaud. Donc moi je pense qu'il aurait pu faire plus d'écart. C'est juste que on dit Roglic l'année dernière, il aurait dû prendre plus d'avance. Oui, mais Roglic, il arrive au dernier chrono à la planche des belles filles avec 1 minute d'avance. Là, Pogacar, aujourd'hui, il en a 5. Hein. C'est pas la même histoire. Il y a Aurel qui n'est pas trop Mais d'accord avec toi, Robin, dans le chat, et qui dit que ça ressemblait pas trop à ça. Polo, t'en penses quoi, toi? Est-ce que tu partages plutôt l'avis de Roby? Bon, bah, moi, j'ai quand même l'impression qu'il a quand même beaucoup essayé. Alors après, évidemment, il y a ces 4-5 derniers kilomètres où, pour le coup, il voit qu'il va avoir du mal à lâcher un Vingegaard. Uran est lâché, donc Vingegaard fait le tempo pour lui. Il se dit qu'il va se faire emmener à l'arrivée peinard. Il se soucie finalement pas trop de Richard Carapaz. Le problème, contrairement aux Alpes, c'est que la giclette, la double giclette qu'il a l'habitude de mettre et qui normalement doit éliminer tous ses adversaires, cette fois il l'a mise et il l'avait pas. Donc peut-être qu'il l'a pas forcé, peut-être qu'il aurait pu en Ouais. mettre une 5e, une 6e, une 7e, mais le fait est que ce qui suffisait dans les Alpes ne suffit plus maintenant dans les Pyrénées. Alors est-ce après, que peut-être qu'il s'est plus donné dans les Alpes. c'est Hein. ça? Parce Est-ce que c'est dans les Pogacar? Alpes, il avait un écart à faire. Est-ce que c'est Pogacar qui est peut-être un peu moins fort et qui est moins motivé que dans les Alpes, ou est-ce que c'est ses adversaires aussi qui montent en puissance, comme Carapaz et Vingegaard? J'ai quand même l'impression qu'un Vingegaard monte quand même pas mal en puissance aussi, c'est quand même intéressant pour la suite, hein, un coureur de 24 ans qui s'est bien roulé, qui est pas du tout épais, qui est un très bon montagnard et qui est un très bon grimpeur et en plus qui arrive à bien finir les grands tours, ça va être un problème. Donc voilà, difficile à dire pour aujourd'hui, mais j'ai quand même l'impression Moi, je qu'il a pense qu'il était essayé surtout et intéressé qu'il a par pas l'étape, pu. quand même. Ouais, si t'es intéressé par l'étape et que tu attaques à 8 km de l'arrivée, tu as quand même l'objectif de finir seul. Sinon, tu attends l'arrivée, tu fais en sorte d'arriver dans un petit groupe de 2, 3, et encore. Ouais, Quand il mais attaque à 8 en faisant km, il y avait ça. quand même une autre idée que de finir avec Vingegaard et Carapaz Ouais, je sais sur le pas. porte-bagages. Je sais pas, parce que tu veux aussi essayer de réduire au maximum le groupe. Alors oui, réduire. En fait, pour moi, quand il attaque, c'est ça, c'est pour faire une sélection. Parce que si tu arrives dans un groupe de 10, bon, bah,
on ne sait jamais ce qui peut se passer quoi, dans un sprint comme ça au sommet. Donc, il voulait arriver en petit comité. Peut-être qu'il voulait arriver seul, mais une fois que tu vois la situation de course avec, en gros, Vingegaard qui est en train de se mettre minable pour éliminer Uran, disons que le job, il est fait pour toi. Sachant que Carapaz avait bien bluffé, que je pense que Pogacar pensait qu'il était mort lui aussi. Et il se dit, attends, j'ai Carapaz qui est mort, Vingegaard qui est en train de rouler depuis 5 km. C'est bon, le sprint c'est cadeau, donc j'avais pas besoin. Enfin, je pense qu'il avait pas besoin de s'embêter. En tout cas, il avait annoncé hier que c'était l'étape la plus dure, ce qui voulait dire un peu quand même dans sa tête, dans son esprit, c'est l'étape que je veux gagner. Clairement. Et il le montre aujourd'hui, sachant que il gagne. C'est pas ce qui est le plus prestigieux, le col du Portet, parce que c'est une arrivée récente, c'est une ascension qui est récente sur le Tour. Mais elle régale, c'est hein. notamment. Elle est Voilà, très et puis belle, cette cette année, ascension. c'est l'arrivée la plus haute du Tour. Donc plus de 2200 mètres, c'est plus haut que Luzardinen, c'est plus haut que Tignes. Et ça veut dire quelque chose parce que le dernier maillot jaune à avoir gagné sur ce qui était l'arrivée la plus haute du Tour, c'était Froome au Mont Ventoux en 2013. Donc ça commence quand même à remonter. Et tu vois que c'est une performance qui est pas anodine. Et d'ailleurs, voilà le classement final de cette étape. Et pour noter aussi que c'est sa 3e victoire sur course en ligne sur le Tour de France déjà. Après Larin, c'est le Grand Colombier. Donc à 22 ans, il commence à avoir un sacré palmarès, en plus de ses 2 victoires sur contre-la-montre, donc sur le chrono, le dernier chrono évidemment en 2020, et sur le premier chrono de cette année sur la 5e étape. Donc bravo évidemment à Tadej Pogacar pour cette victoire. Et on s'intéresse désormais à la suite, au 2e et au 3e, parce qu'il y a eu une sacrée lutte entre Vingegaard et Carapaz. Et finalement, c'est Vingegaard qui a réussi à prendre cette 2e place. Comment est-ce que vous avez vécu un peu cette bagarre-là? Est-ce que vous pensiez déjà que ces deux-là seraient à ce niveau-là? Est-ce que vous imaginiez que l'un allait plus craquer que l'autre? Est-ce que l'un vous a étonné plus que l'autre aussi dans la manière de courir? Je peux parler aussi je pense notamment à Carapaz qui est plutôt attentiste, qui se montre pas trop pour finalement sortir. Comment est-ce que vous l'avez vécu globalement cette petite bataille? Il est clair que Carapaz a quand même bien joué son coup. Au final, même s'il était peut-être le moins fort des trois, tactiquement, il n'aurait pas pu faire beaucoup plus que ce qu'il a fait là. Il était vraiment à la planche derrière les deux. Il a mis une grosse attaque où il donne vraiment tout ce qui lui reste à un moment où ça se regardait un peu plus. Le seul regret que moi j'ai pour Carapaz, c'est de peut-être pas avoir mis cette attaque 400-500 mètres plus loin. Ça lui aurait peut-être permis d'aller jusqu'à l'arrivée et reprendre quelques secondes sur Vingegaard. Mais est-ce qu'il était capable de faire plus? Je sais pas. Vingegaard et Pogacar sont persuadés qu'il bluffait. Moi, je sais pas. Quand je vois l'arrivée, quand je vois le fait qu'après son attaque, Pogacar se balade dans sa roue, que Vingegaard met même à peine 200 mètres à rentrer, je me dis quand même que c'était l'attaque d'un mec qui est quand même bien fatigué. Après, derrière, il peut pas sprinter. Il prend la 3e place. Voilà, moi, je pense que Carapaz a fait ce qu'il a pu aujourd'hui et qu'il était un peu plus léger par rapport à ses deux adversaires. Ouais, je pense que si Vingegaard savait que Carapaz bluffait, il n'aurait pas roulé comme il a roulé. Il aurait tenté d'attaquer pour mettre Carapaz dans la merde et pour lui dire ok, bah tu peux suivre, bah alors tu roules. Ou alors c'est que Vingegaard s'est fait avoir comme un gamin. Alors je veux bien que ce soit un coureur assez jeune qui a moins d'expérience qu'un Carapaz, mais si tu es persuadé que l'autre il bluffe, bah t'es pas censé l'emmener jusqu'en haut dans un fauteuil. Surtout que il y avait aussi je le pense côté pas. Uran lâché et vouloir mettre du temps à Uran. Ouais, mais il suffit de mettre une attaque à Carapaz, tu vois qu'il suit et tu lui dis maintenant, voilà, Coco, tu peux me suivre, bah alors tu roules. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui roule, sinon si t'es mort, tu ne suis pas là. Donc voilà, tu crames son bluff comme quand tu joues au jeu de cartes, tu sais, le menteur là. Donc en vrai, je pense que Vingegaard, soit il fait une erreur, soit il ment quand il dit qu'il savait que Carapaz bluffait. Carapaz, lui, il fait sa course. Je pense qu'en vérité, le podium, il va pas se jouer à 3 secondes. Et aujourd'hui, Carapaz, il a bien vu que, enfin la 2e place plutôt, Carapaz a bien vu qu'il n'allait pas reprendre beaucoup à Vingegaard. Si c'est pour lui reprendre 3 secondes, de toute façon, il va se faire exploser sur le chrono, Carapaz. Enfin, Tiens, il perdra d'ailleurs, largement plus. je mets vite fait le
le classement général pour faire un petit point. Donc bon, l'avance de Tadej Pogačar est toujours aussi conséquente. Mais on regarde ensuite. Donc Uran a craqué à 8 km de l'arrivée. Et finalement, il perd 2 minutes sur Pogačar, mais presque aussi 2 minutes sur le duo Vingegaard-Carapaz. Il sort du podium. Donc en gros, entre Pogačar et Vingegaard, bon, 5,39. Entre Vingegaard et Carapaz, il y a 4 secondes. Donc ça va être vraiment le feu jusqu'à la fin. Et notamment demain, parce que Carapaz, s'il veut aller chercher la deuxième place, il va devoir faire une belle étape demain, vu qu'il a une faiblesse par rapport à Vingegaard sur le contre-la-montre. Entre Carapaz et Uran, on a 1,34 d'écart. C'est cet écart aussi qui est important par rapport au dernier contre-la-montre. Donc pareil, Carapaz, s'il veut assurer son podium demain, il va Mais je devoir pense pas, je attaquer. pense pas que Carapaz il pense à ça, honnêtement, les gars. Tu Parce penses que pas? si Carapaz il pense podium, il roule avec Vingegaard et comme ça il met Uran encore plus loin. Si c'est ça, si c'est ça l'objectif, moi je roule avec Vingegaard. Et ensuite, si tu veux faire deuxième, il faut que tu reprennes beaucoup plus de temps à Vingegaard. Et moi, je pense que Carapaz, il ne vise que la victoire d'étape aujourd'hui. Non, mais- Et que c'est pour ça que voilà, il met une attaque, il sait qu'il en aura une, mais il met pas une attaque pour reprendre du temps en général, je pense. Il met une attaque pour essayer d'aller jusqu'à la ligne. Et finalement, une fois qu'il est repris, c'est pour ça qu'il termine troisième. C'est parce qu'il avait tout donné. Voilà, il avait tout donné pour aller chercher l'étape. Et Carapaz, entre 2 et 3, ça change rien pour lui. Ouais, S'il n'est pas sur le podium, je suis d'accord. C'est quelque chose que tu perds. Entre faire 2 et 3, honnêtement, c'est la même chose. Hein. non, pour le coup, là où je suis d'accord, c'est que Vingegaard a recouru pour distancer Uran. Pour le coup, Carapaz était beaucoup plus malin. Alors, beaucoup de gens disent qu'il a ratonné, qu'il n'a pas couru, etc. Il y a- faut pas moi, j'ai toujours ce souvenir quand on dit ça et qu'on juge une performance comme ça de la victoire de Pierre Rolland à l'Alpe d'Huez, que beaucoup considèrent comme un grand moment du cyclisme français, moi le premier. Si on avait ce raisonnement-là, on peut se souvenir qu'il a bien ratonné derrière Samuel Sanchez qui le ramène sur Contador. Ou Donc, Jérôme Cousin, hein, tout simplement, à un ou niveau Jérôme Cousin, autre. mais ça, faut s'en souvenir. Mais pour le coup, non, voilà, Carapaz a tenté son va-tout. Il a vu que Vingegaard était peut-être un peu plus fort que lui, que Vingegaard avait envie de lâcher Uran, que Pogačar allait aussi rouler. Il s'est dit, mais voilà, moi, j'ai juste à faire semblant de ne pas être bien et tenter mon va-tout sur une dernière attaque archi puissante et essayer de lâcher les deux. Bon, résultat, ça n'a pas marché. De toute façon, même s'il avait roulé, il n'aurait pas pu faire beaucoup mieux, je pense, face aux deux autres. Donc voilà, je pense qu'il savait un peu aussi qu'il courait battu au sprint face à Pogačar. Ouais, et Nibali dit que Carapaz a bien couru. Ouais, moi Carapaz, je suis. pour son avenir chez Ineos, il doit faire podium, dit Jean Mur. Le gros Roland, Ah oui, il il doit avait faire podium, ça, ratonné oui. NDR. Ouais, potentiellement. En tout cas, on va voir si demain il tient. Enfin, Après, il faut qu'il fasse podium. Je veux dire, c'est l'objectif. S'il ne fait pas podium, c'est une contre-performance. Ouais, tout à fait. Vous pensez vraiment qu'il n'était pas au bout de sa vie? Bah, de toute manière, on ne peut pas le savoir. En tout cas, il y avait des éléments qui peuvent être des arguments dans un sens ou dans l'autre. Après, chacun se fait son avis en fonction de ses sensations, hein, tout Et simplement. tout à l'heure, un mec dans le chat a mis les données de Strava de l'attaque de Carapaz. Alors, je ne sais pas vérifier, je ne suis pas allé vérifier si c'était vrai ou pas. C'est quand même du plus de 900 watts au moment de l'attaque et du 700 watts sur 20 secondes. C'est monstrueux. Comme il le dit, c'est pas une attaque d'un mec cramé, mais plutôt une attaque d'un gars qui a ratonné toute la montée. Ça m'a fait rire comme il l'a dit. Mais en tout Bah, cas, c'est vrai que si c'est vrai, c'est quand même une énorme attaque d'un mec à qui il en restait pas mal dans les jambes. ouais, c'est vrai. Mais bon, après, on va pas se mentir que si il a ratonné et qu'il attaque pour ensuite aller chercher la victoire, comme tu l'as dit, Paul, je suis entièrement d'accord. Il le fait vraiment 400 mètres trop tôt. Parce que c'est hyper C'est ça. dommage. C'est ça. Là, si tu mets une attaque comme ça, faut tenter d'aller Ouais. jusqu'au bout. Là, Vingard a été impressionnant. et il le fait à un moment où ça se regarde un peu plus, sur peut-être des pourcentages ou un peu moins importants. Ça, pour le coup, j'ai pas fait attention. Donc il s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour les surprendre, les sortir de leur roue. Il a réussi avec Vingegaard, il a pas réussi avec Pogačar. Voilà, il a tenté. Hein. Je voulais noter un dernier écart parce que lui aussi a été impressionnant. Et après, évidemment, on parlera de David Gaudu dans le débat, les amis, mais c'est Ben O'Connor. Un coureur d'une équipe française, donc AG2R Citroën, qui en ce moment est cinquième, à 17 secondes de Rigoberto Urán. Vous le voyez, il est à 7,34. Rigoberto Urán est à 7,17 de Pogačar. Et à côté, vous le voyez, le temps perdu en rouge aujourd'hui
1,36 pour O'Connor, 1,59 pour Uran. Ça veut dire que O'Connor a fini devant Uran. Et ça, c'est au-delà de Vingegaard, qui est une grande révélation, une grande surprise. Et c'est confirmé aujourd'hui qu'il est capable de tenir 3 semaines. Mais c'est une putain de surprise, O'Connor. Et c'est une très belle surprise, les gars. Bah, on nous avait pris un peu pour des fous quand on avait dit qu'il allait sûrement rester un peu dans le top 5. Enfin, pas tout le monde, mais certains nous avaient pris pour des fous. Moi, je pensais qu'il allait rester dans le top 5 du général après sa super remontée à Tignes. Et pour l'instant, il y est encore. Surtout, il a fait aujourd'hui un petit écart supplémentaire avec Wilco Kelderman, qui est 6e du général, qui roule peut-être mieux que lui, mais pas c'est beaucoup. pas dit qu'il lui c'est pas dit qu'il lui reprenne 1 minute 30. Donc, s'il y a de nouveau un petit écart demain, O'Connor va potentiellement se mettre en très bonne position. Donc voilà, le problème après pour lui, c'est que Uran, lui aussi, roule pas trop mal. Donc ça va être difficile d'aller lui reprendre vraiment du temps sur le contre-la-montre. Mais il est toujours dans la lutte, en tout cas, pour sa 5e place. Et je pense que s'il perd des places, il finira 6e, mais pas plus loin, quoi. Mas est à plus de 3 minutes, non, plus de 2 minutes, pardon. Je vois pas Mas qui fait encore une étape compliquée aujourd'hui, qui perd pas mal de temps. Alors, à moins que demain, il ait de nouveau des jambes incroyables, que ça fasse une totale inversion avec O'Connor, mais j'y crois moyen. Et surtout, c'est pas sur le chrono que Mas va reprendre du temps. Donc, O'Connor devrait terminer au pire 6e, quoi. Non, mais c'est clair, O'Connor, je pense, de toute façon, on en parle souvent dans cette émission, les chronos de fin de 3e semaine de Tour de France, ça joue beaucoup à la fraîcheur aussi. Et quand je vois O'Connor, la facilité avec laquelle il met un écart aujourd'hui, mais quoi, il met 20 secondes sur le reste des Uran, Higuita, de ce petit groupe-là, peut-être un peu moins sur Kelderman, je ne sais plus exactement. Je te mets le classement de l'étape. Merci. Il termine à 1,26 et derrière. C'est bien gentil. Tu vois, il met 15 secondes à Kelderman, il en met une vingtaine à Higuita et à Uran. Non, c'est quelqu'un qui termine très bien son Tour de France. C'est quelqu'un que nous, on avait quand même mis aussi dans notre potentiel top 10. Alors, grâce à une échappée et le fait qu'il ait perdu beaucoup de temps au début du Tour, et ben, il a réussi à faire une belle remontée à la Guillaume Martin, un peu entre guillemets. Mais à partir de ce moment-là, Robin l'a bien dit, c'était pas déconnant de le voir tenir ce niveau-là, dû à la faible adversité qu'il y a sur ce Tour de France, et dû aussi à ce que Ben O'Connor nous montre depuis maintenant quelques temps. C'est un vrai bon espoir. Et là, il est en train de prouver à tout le monde qu'on a bien fait de miser sur lui. Et par contre, grosse craquante, Polo, pour Rigoberto Uran, qui pouvait faire son meilleur résultat sur le Tour de France depuis sa 2e place en 2017. Mais là, aujourd'hui, il a énormément souffert. Ouais, grosse craquante, c'est peut-être heureusement un peu dur. qu'il y a Higuita, quoi. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que je pense que contrairement à un Gaudu ou un O'Connor, justement, et un Kelderman, il s'est trop cramé à vouloir rester avec Pogačar, Vingegaard et Carapaz, et en fait ça l'a sorti de son milieu d'ascension terrible, où il prend un vrai coup derrière la carafe. Après il limite les meubles, hein. Uran roule bien. Après c'est le podium n'est pas encore perdu. C'est pas encore perdu. Alors après, le problème pour lui, c'est que ça enchaîne dès demain avec une autre étape très difficile. C'est exactement ce que j'allais dire. Si tu as le même dire. état de forme, tu vas reperdre 1 minute 30, et là, c'est mort. C'est ça. Là, je pense qu'il faut vraiment se fier aux tendances, tu vois. Autant celle d'O'Connor, elle est bonne, celle de Gaudu est bonne, celle de Kelderman est correcte, autant la sienne, elle est pas bonne, et j'ai peur qu'avec son âge avancé aussi, qu'il souffre encore aussi un peu demain. Et dans les autres infos, il y a Enric Mas qui a perdu pas mal de temps, mais Lutsenko en a perdu encore plus. Donc finalement, Enric Mas gagne une place, assez paradoxalement. David Gaudu, on va en parler. Et attention, les gars, attention, je l'annonce, au petit Louis Mentiès de Intermarché Wanty Groupe Gobert, qui est actuellement 15e. Et attention, il peut Tu sais que je l'ai mis au jeu de l'entraîneur sur Winamax ce matin. Et j'attends de voir combien de points il me rapporte 14e, parce qu'avec avec l'adversaire que j'avais, on avait tous les 3 mis Pogačar, Vingegaard, Carapaz. Ensuite, il avait mis Erviti, moi j'avais mis Henao, donc aucun de marque de points. Et il avait mis Pouls qui marque 4 points au classement de la montagne. Et moi j'ai mis Mentiès qui termine 14e. Donc la bataille, elle est là. Qui met plus de points? Est-ce que c'est Pouls ou est-ce que c'est Mentiès? En tout cas, un coach doit toujours faire confiance au petit Louis Mentiès, grand espoir du cyclisme sud-africain, les amis. Attention, 29 ans, l'âge de la maturité. Vous allez voir. C'est ça. C'était un grand espoir en effet, il y a 10 ans. Ouais. C'était un grand espoir il y a 10 ans. Attention sur la Vuelta, Polo, tu vas voir.
On avance du coup, les gars, avec ce débat parce que il a fait une très belle étape. En tout cas, elle nous a rassurés. Disons que ça nous a mis du baume au cœur, hein. On va pas en faire trop non plus sur cette étape-là, mais quand même, euh, vous allez dire ce que vous en pensez, hein, de vous-même, parce que quand on regarde ce classement, on se dit qu'on signe en début de journée, Polo, si on nous dit que David Gaudu finit à la 4e place aujourd'hui derrière ce trio de rêve. Mais bien sûr, mais au-delà de tout ça, ce qui est important avec la perf et avec l'étape de David Godet aujourd'hui, c'est que, en tout cas pour ma part, c'est la première fois que je vibre un peu depuis 2 semaines sur ce Tour de France. On est frustrés, nous, parce que nos Français n'y arrivent pas. On est frustrés parce qu'il n'y a pas de bagarre au classement général. On cherche les points d'intérêt de cette fin de Tour de France. Et voir un David Gaudu à la pédale, aller récupérer des places, lâcher des masses, lâcher des Lutsenko, lâcher des Uran, des Kelderman, des O'Connor, et ben quel que soit le fait qu'il joue la première place ou pas, bah, ça nous provoque un petit quelque chose, quoi. On se dit que Gaudu termine bien ce Tour de France, comme il avait très bien terminé sa Volta l'an passé. On se dit qu'il y a encore une belle étape demain. Et on voit qu'il est très en forme et qu'il monte en puissance. Euh, Franchement, l'étape qu'il fait aujourd'hui, même s'il n'y a plus grand-chose à jouer au général, et encore, c'est pas dit, franchement, ça m'a vachement hypé mon étape du jour. Je sais pas si j'aurais si j'aurais fait la même tête en prise d'antenne si Gaudu n'avait pas fait cette étape-là, quoi. La prise d'antenne, Polo, tu as disparu. Donc, Ouais, mais bon, c'était pour d'autres raisons. Romain, est-ce que tu t'attendais à avoir un David Gaudu à ce niveau-là? Est-ce que tu penses que ça aurait été son vrai niveau si il n'avait pas été malade après la journée de repos? Quel bilan tu tires après cette étape-là? Bah, s'il avait fait que des étapes comme ça depuis la première journée de repos, il serait dans le top 5 du général, hein. Ouais. Après, c'est le niveau auquel on l'attend. Est-ce que c'est son niveau réel? Je sais pas. C'est un niveau qu'il est capable d'avoir sur certaines journées, ça on le savait. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Quand il était intercalé entre le trio de tête et ceux de derrière, j'ai un pote qui m'a envoyé un message en me disant Gaudu, il va tous les rattraper et il va gagner l'étape. Un pote qui regarde le Tour de France, mais rarement les autres courses et qui s'emballe très souvent sur les groupes FDJ. Et du coup, je me suis dit, je l'ai calmé un petit peu, mais je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même joli ce que fait Gaudu. Et on sait qu'il peut avoir ce niveau-là. La difficulté, c'est de l'avoir sur la durée. Alors, sur une semaine, il arrive parfois à le faire. Sur 3 semaines, c'est une des premières fois qu'il essaye, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et tu peux être tellement plus touché par un problème physique ou malade ou même la malchance que forcément, c'est plus galère. Mais pour ce qui est de l'étape de demain, ça augure forcément que des bonnes choses. Surtout qu'il n'est pas parti dans une échappée. Donc, il n'a pas cramé finalement beaucoup plus d'énergie que les autres coureurs du haut du classement. Pardon. Les Pogacar, Vingegaard, Carapaz devant lui, ils ne sont pas plus économisés que David Gaudu et les mecs de derrière non plus. Ils étaient moins forts et ils se sont fait lâcher. Donc, ils ont peut-être même fini un peu plus en souffrance que Gaudu. Donc, je pense que il y a quelqu'un qui disait dans le chat, j'ai peur du retour de bâton pour demain. Moi, j'avais peur du retour de bâton par rapport à l'étape d'hier, où là, il fait une échappée et où d'autres sont restés planqués dans le peloton. Mais aujourd'hui, il est à égalité avec tout le monde, hein. Il n'a pas plus dépensé que les autres. Et demain, il a dit, il adore le Tourmalet. C'est le premier col qu'il a monté quand il était enfant. Il a aussi des souvenirs de quand il avait emmené Thibaut Pinot en 2019. Ouais. Il adore les Pyrénées de manière générale. On passe tout près de chez Bruno Armirail, qui est son pote, à Bagnères de. Enfin, on passe chez Bruno Armirail, pardon, à Bagnères de Bigorre. Donc tout est réuni. C'est la dernière en plus. C'est ce qu'il a dit à l'arrivée, effectivement, que c'était une montée qu'il aime, le massif préféré, etc. Voilà. Paul, toi, tu vois quoi demain? Quel doit être son La objectif? question, elle est là. La question, c'est que certes, il est aux portes du top 10, que c'est sûrement un objectif. Marc Madiot l'a dit à demi-mot en zone mixte. Mais il en est loin de ce top 10, mine de rien, en termes de bilan chiffré. Moi, je pense qu'avec 15 minutes, tu as quand même une latitude qui peut te permettre de tenter un coup de loin. Peut-être pas l'échappée matinale, Alors, mais faut aller tenter un mouvement dans le Tourmalet avec un ou deux coéquipiers et te lancer dans un vrai raid de baroudeurs,
de cyclisme panache, quoi. Là, c'est ça que j'ai envie de voir demain. C'est un David Gaudu qui anticipe la bagarre avec les favoris parce que dans la bagarre avec les favoris, il va perdre, quoi qu'il arrive. À la manière d'un Barguil à l'Isoire en 2017. À la manière d'un Barguil à l'Izoard, ouais, même à la manière d'un Contador à l'Angliru en 2017 aussi, je crois, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Romain, tu me confirmeras ça. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, c'est ça qu'on a envie de voir. Et il ne faudra pas attendre, peut-être, alors, le pied de Luzardiden, et encore, je trouve ça risqué parce que derrière, il y a des fusées, mais tenter de faire un écart déjà dans le Tourmalet et de faire un chantier là-dedans. C'est ça que j'ai envie de voir. Parce qu'il a quand même ce temps de retard qui permet de s'échapper un peu plus tôt que les autres. Il y a 15 minutes, c'est quand même assez loin de tout le monde. Mais à la pédale, il ne peut pas rivaliser face au meilleur du peloton. Donc il faut qu'il attaque dans le Tourmalet, je pense. Un peu grisé par la foule. Élément... Ouais, effectivement, d'ailleurs, on l'a bien vu qu'il se sentait bien dans ce col du Portet poussé par la foule. Un petit élément important pour en vue potentiellement du top 10 qu'il peut aller chercher finalement aussi tout simplement en allant chercher l'étape, en essayant en tout cas, c'est que son niveau de contre-la-montre par rapport à Pello Bilbao sur le premier contre-la-montre qui sera finalement assez comparable, ce sera un peu le même par rapport au dernier en termes de longueur et en termes de topographie. Par rapport à Bilbao, il a perdu 5 secondes sur le premier contre-la-montre. Par rapport à Guillaume Martin, il lui a pris 30 secondes. Donc finalement, c'est plus à Martin. À mon avis, s'il doit prendre le top 10, c'est plus par rapport au à Guillaume dépend de Martin. Martin, je pense, qu'au dépend de Bilbao, Bilbao fait une bonne étape encore aujourd'hui. Ouais. C'est replacé. Il gagne pas de place aujourd'hui, mais je pense pas que tu reprennes 3 minutes à Bilbao demain. Par contre, tu peux reprendre 3 minutes à Martin demain et peut-être 1 minute de plus sur le chrono. Eh bien, pourquoi pas. Ouais, je suis hypé. Je suis quand même très, très hypé parce que. Mais j'ai pas envie, moi, que ce top 10 devienne vraiment le truc ultime, quoi. Non, Parce que s'il fait top 10, il fera 10e. Non, mais voilà, mais je pense que faire 10e, je préfère qu'il gagne à Luzardinen. L'objectif, je pense que c'est pas ça. Hein. C'est clairement d'aller chercher lecteur d'étape. Et je te dis, moi, je pense que s'il veut avoir une chance de gagner, il faut qu'il parte dans le Tourmalet. Ouais, Mais il n'était pas loin à la pédale aujourd'hui, justement. Il y a des gars dans le chat qui discutent de ça. Ils disent qu'en 2017, Barguil à l'Isoire, il est aussi fort que les favoris. Gaudu, il en est pas loin aujourd'hui. Alors, il y a un problème, entre guillemets, c'est que tu as Pogacar, Vingegaard, Carapaz, oui. Mais Gaudu, il n'est pas loin du niveau de ces gars-là sur l'étape du jour. Non, mais il faut qu'il ait un peu d'avance sur eux. Même pas beaucoup. Ça dépend aussi du scénario, quoi. Ça dépend s'ils décident de se taper ou pas, les mecs. Enfin, j'imagine quand même que ça va se taper un peu, quoi. Même si Pogacar n'a plus grand-chose à jouer, je vois pas Vingegaard, Uran et Carapaz monter comme des sénateurs, quoi. Moi, je pense qu'il faut qu'il ait un peu. Dans la position d'Anthony Lopez, voilà. D'Anthony Pérez aujourd'hui. Ouais, avec même 2 fois moins de temps, ça pourrait suffire hein, en soi. Hein, donc, il faudra voir. Mais il faut qu'il attaque les Ardiden avec un peu d'avance, je pense. Et ça a été typiquement ce débat-là, d'ailleurs. Ce matin a été la question du jour dans l'équipe. Tous les jours, ils font une question du jour dans le journal. Et aujourd'hui, c'était vaut-il mieux s'accrocher au top 10 ou viser une victoire d'étape sur le Tour de France? Et il y a notamment pas mal de membres d'AG2R qui ont été interrogés parce que Romain Bardet a pas mal été confronté à ce débat-là au début de sa carrière, puis sur la fin pour d'autres raisons, sur la suite, pardon. Et c'est vrai que podium, il faut viser potentiellement plus qu'une victoire, mais après, ils sont globalement d'accord pour dire qu'une victoire émotionnellement dans le groupe et aussi pour les retombées médiatiques, le nom d'une marque est souvent associé à des mots très forts et c'est ce que le sponsor notamment va chercher. Et au-delà d'un podium, en tout cas en France, le top 10 n'est pas forcément un truc qui est recherché. C'est ça. En fait, le podium pour beaucoup d'équipes, c'est quelque chose que tu connais peu. Le podium du Tour, c'est rare de faire podium du Tour. Voilà. Donc, à part pour Ineos, voilà, si aujourd'hui Carapaz fait podium, aujourd'hui, si dimanche Carapaz est sur le podium, ce sera pas un truc de dingue pour eux. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui Carapaz vise plus l'étape que le podium. Mais pour Groupama FDJ, pour AG2R La Mondiale, même pour IF, un podium, c'est vraiment un truc très très important. Par contre, une 6e place ou une 7e place et encore plus une 10e place, là, ouais, on est sur autre chose, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et effectivement, par exemple, on cite un peu moins le top 10 de Roland, on cite beaucoup plus sa victoire à l'Alpe d'Huez, parce que Roland a fait 2 top 10 sur le Tour de France, il a même fait une 4e place sur le Giro. Mais pareil Mais pour, voilà, pareil pour ce n'est Barguil. pas Hein. des... L'année où il gagne, tu parles de son maillot à poids de ses 2 étapes, pas de sa 10e place. Et l'année Ouais, suivante, il refait 10e, on n'y pense Après, pas ça permet de trop. construire pour un jeune coureur, donc c'est important pour lui, mais, Ça, oui. mais ce n'est pas l'objectif qui doit prévaloir, par exemple, sur une victoire Bah, en d'étape. fait, moi je pense que si tu joues un top 10 à la pédale, comme a fait par exemple Guillaume Martin les années précédentes, ça te donne une vraie indication sur ton niveau dans la hiérarchie, sur ce sur quoi tu dois bosser, etc. Mais à partir du moment où tu vas chercher un top 10 avec des échappées, pour moi, c'est un top 10 qui ne te permet plus vraiment mais d'apprendre, quoi. Godu, s'il fait top 10 là, c'est pas un top 10 où il va pouvoir se dire ok, j'ai fait top 10 du tour, donc dans une logique de progression, la prochaine étape c'est le top 5. Il aura fait un top 10 du tour avec des échappées qui, du coup, au niveau de l'apprentissage et qu'est-ce que tu en sors, ok, sur la ligne de palmarès, tu as un top 10, etc. Tu peux le mettre en avant, mais sur l'apprentissage, je veux dire, de où je suis dans la hiérarchie, ça te donne pas grand-chose quoi, comme indication, j'ai l'impression. ouais, je suis assez d'accord. Pareil pour Martin. Assez d'accord avec vous, les gars. Bon, bah, Il y a un truc qu'on n'a pas dit pour l'étape de demain, mais peut-être que c'est là où on va en venir, Joseph, donc j'ai peut-être pas. pas tout à fait, regarde Polo. Allons-y, Regarde. allons-y. Hop, eh ben, t'es le C'est le premier. profil que tu voulais? Tu vas Non, être le c'était pas le premier profil, c'était un peu à du parler. scénario de course. Ouais. Eh ben, je montre le profil Polo et après, je te donne immédiatement la parole. Je cherche le profil que j'ai préparé. Le voilà, le profil de demain. Donc, dernière étape dans les Alpes, dernière étape de montagne, dernier frisson de vélo pur, celui qu'on aime et qu'on attend avec impatience. Donc voilà, on arrive à 1720 mètres à Luzardiden et on passe surtout par le col du Tourmalet, 2100 mètres qui nous a fait vivre tant d'émotions dernièrement. Voilà, 2115. 2108 au Tourmalet. 2108, ils disent? Ouais, Ouais. 2108. ils C'est à disent. cause de la neige éternelle. Ah, ça a perdu ça. Ouais, parfois, ça. Et Moi, quand je suis monté, c'était 2115. 2115 quand Thibaut Pinot il est comme ça, mec. Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris. Donc du coup, le col du Tourmalet, voilà, si certains ne se souviennent pas surtout du profil, l'important c'est qu'il est très long ce col et à un moment très dur sur la fin, notamment quand ça commence à user très très sérieusement. 17 km. Ensuite, la descente du col du Tourmalet pour arriver en bas de Luzardiden et la montée de Luzardiden avec un passage notamment les pourcentages les plus compliqués à 6 km de l'arrivée. Et on a vu qu'aujourd'hui, ça avait vissé des 8 bornes de l'arrivée. Alors, c'était le col du Portet, donc c'était presque la moitié du col du Portet. Mais ça peut laisser en tout cas ce parcours-là des possibilités intéressantes. Polo, qu'est-ce que tu vois demain pour cet enchaînement Tourmalet-Luzardinen? Moi, je pense qu'on va avoir un scénario similaire, non, mais je pense que ça va encore se jouer pour les favoris. Pourquoi? Parce que autant, certes, Pogacar a sa victoire d'étape, autant cette étape sonne comme une dernière chance pour des coureurs comme Carapaz, comme Enric Mas, comme Kelderman, même si j'ai quand même des doutes sur les volontés et Pas à lui, Polo. les objectifs de Kelderman, mais même un Vingegaard ou un Jumbo, d'aller chercher une très belle étape. Et rien qu'en ça, j'imagine quand même notamment la Movistar, qu'on a vu très, très discrète aujourd'hui, et avec un esprit de revanche sûrement demain, vouloir aller chercher cette victoire. Donc moi, je pense que une échappée va se faire sur le plat, mais je pense que ça va encore jouer entre les favoris au bout. Et à ce jeu-là, c'est pour ça que je disais que si un mec comme Godu veut gagner, il a plutôt intérêt à anticiper avant les Ardiden. Alors après, est-ce qu'il sera en capacité? Est-ce qu'il aura les jambes? C'est une autre question. Mais à mon avis, demain, ça va encore se jouer entre les favoris. D'ailleurs, on ne cite pas Pogacar, mais c'est pas dit que Pogacar ne veille pas l'étape demain non plus. Hein. Dans ce cas-là, il y a quand même des chances qu'il la gagne. Vas-y, Robin. Tu penses toi, que Ouais, Pogacar il peut aller la chercher? Ouais. Oui, clairement. Dans l'idée de marquer ce Tour de France de son empreinte en montagne, tu te dis, attends, si je gagne les 2 arrivées au sommet dans les Pyrénées, bon, quand même, je marque le coup. Donc oui, clairement, Pogacar, j'y crois. Après, comme a dit Polo, il y a énormément d'équipes qui n'ont pas gagné sur ce Tour et qui ont pourtant des coureurs pour le faire. Il y a Movistar, il y a aussi Arkea avec Quintana, il y a Bike Exchange avec notamment Chavez et Simon Yates. Donc il y avait des gros grimpeurs au départ qui
qui n'ont rien gagné. Et ces équipes-là, c'est leur dernière opportunité parce qu'après, sur le chrono, voilà, ça va être une affaire quand même de spécialistes et il reste ensuite de sprint, quoi. À voir s'il n'y a pas un gros groupe qui part. On a vu pas mal de mecs se relever aujourd'hui. Je pense à des mecs d'Ineos notamment qui sont relevés assez tôt. Voilà, il faudra voir. Yates, t'as cité Yates ou pas? Ouais, Simon Yates, il était au départ. Ouais, mais il a abandonné. Oui, mais je veux dire Ah, que ok, pour d'accord. Bike Exchange, le fait Parce que- que Yates n'ait pas gagné ni Chavez, c'est un petit Ouais, échec quand même. voilà, non, mais oui, j'avais pas entendu, c'est pour ça, vu qu'un mec dans le chat posait la question, j'étais pas sûr. Mais tu vois, même un mec comme Quintana et tout, mais ça, c'est des mecs qui vont essayer de prendre l'échappée matinale. J'imagine quand même que ça va rouler fort derrière parce qu'il y a des objectifs, il y a quand même des objectifs importants pour la victoire d'étape et des équipes, notamment comme Movistar, qui pour l'instant passent à côté de leur tour, qui auront peut-être des objectifs un peu importants dedans. Mais d'ailleurs, moi, Polo, j'étais assez surpris aujourd'hui de ne pas voir d'échappée se former dans l'école à proprement parler, puisque l'échappée d'Anthony Perez, elle est partie plus tôt. Et ensuite, elle a été Anthony Perez jusque dans la dernière ascension. Mais j'ai été surpris qu'il n'y ait pas une vraie échappée de grimpeurs qui se forme dans l'enchaînement Péressourde Val-Louron d'Azay. Et je pense en effet que c'est parce qu'il y en a une bonne partie qui se réserve pour l'étape de demain en se disant qu'ils vont mettre leur dernière force dans une seule étape plutôt que de s'éparpiller. Donc je pense que demain, il va y avoir de très nombreux candidats à l'échappée. Ok les gars, bon bah très bien. Et dites-nous dans le chat qui vous voyez gagner. Balancez-nous. On va passer à la rétro. Balancez-nous le nom du mec que vous voyez gagner demain. Comme ça, de but en blanc, balancez-nous vos pronostics parce qu'on a. Et en plus, demain, ça va jouer le maillot à poids. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu très peu de points pris finalement Potentiellement, c'est vrai. par les gars qui étaient en tête. Pogacar lui s'est rapproché. Pouls a pris seulement 4 points. Et du coup, ils sont 5 à pouvoir le jouer. Donc, ça va aussi être un enjeu très très important et qui fait que je pense que Woods, Quintana, Pouls seront forcément devant. Ouais, parce qu'on a vu aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vu l'étape, que Israël a roulé très tôt avec Arkea notamment. Elie Gesbert a essayé de sortir sur une belle tentative. Ils sont plus que 3, mais au moins ils essayent Arkea d'aller chercher vraiment ce maillot à poids, de sortir Quintana. Mais malheureusement, quand UAE a commencé à rouler pour la victoire d'étape, ça a été compliqué. On l'a senti tout de suite. Passons du coup à la rétro, les copains. Moi, je vous laisse, je reviens dans 2 minutes. Ah, et Polo, t'arrêtes Ah pas ouais, de boire aussi. Je redescends à la voiture pour aller chercher quelques bidons. À la voiture balai. Non, la voiture balai, ça voudrait pas dire, ce serait pas bon signe en vue du quiz, donc je vais essayer de rester en course. Vas-y. Du coup, la rétro, Robin, aujourd'hui, tu nous fais redescendre dans un autre temps, là. Incroyable. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Parce que tu m'as dit, du coup, que tu allais nous parler. Alors, c'est Robin Solo. Voilà, la traversée des Pyrénées, tu m'as dit. Mais est-ce que, du coup, sur ce tour 1910, c'est ça, la traversée des Pyrénées? Ouais, mais Alors, je vais j'ai vu parler large. surtout d'une étape. Je vais surtout parler de l'étape 10, en fait. Évidemment, c'est large. Ah, une seule étape? Surtout l'étape 10, oui, qui est en fait l'étape la plus mythique. Et l'étape qui passe, c'est l'étape du 21 juillet 1910, tu vois, qu'on voit sur ton petit graphique, qui est précédée déjà d'une étape de montagne la veille, mais un peu moins corsée. Il y a un jour de repos la veille d'ailleurs. Parce que, tu vois, oui, parce qu'à cette époque-là, en fait, pas la veille. À cette époque-là, on fait une étape, un jour de repos, une étape, un jour de repos. Pendant ils sont feignants. Après, il faut voir la gueule des étapes. Justement, on va parler du 21 juillet 1910, où à l'époque, il fallait grimper le col de Péressourde, le col d'Aspin, le Tourmalet, le Soulor, le col de Torte, qui n'existe plus aujourd'hui, le col d'Aubisque et le col d'Osquiche. Donc, ça fait un beau paquet de montées et 326 km au total. Donc, tu comprends qu'il y a jour de repos le lendemain et la veille. Je comprends. Parce qu'à l'époque, on a déjà pris l'habitude en fait de grimper le ballon d'Alsace dans les Vosges chaque année depuis 1905. Mais c'est la première fois qu'on va dans les Pyrénées. On n'est jamais allé monter des cols aussi hauts, aussi longs et aussi pentus. On parle avant l'étape et surtout après, on parlera de l'étape assassine. Déjà, quand Henri Desgranges, l'organisateur du Tour à l'époque, avait annoncé le parcours, et il y en a certains qui étaient allés en reconnaissance et qui avaient dit qu'ils ne pourraient jamais monter ces cols-là. Et donc, sur les 136 coureurs inscrits au départ du Tour, il y en a 26 qui se sont désistés quand ils ont appris qu'il faudrait passer par des cols pyrénéens. Donc, en fait, ce 21 juillet 1910, il y a 111 ans, on s'apprête à vivre l'une des journées les plus dures sur le Tour de France,
Pour donner une idée, Octave Lapisse, qu'on voit là en photo, c'était un excellent grimpeur, mais il est obligé de monter à pied certains cols. Et au sommet de l'Aubisque ou alors du Tourmalet, on ne sait pas vraiment, il crie aux organisateurs, vous êtes des assassins ou des criminels. Vous êtes des assassins, vous êtes des criminels. On ne sait pas trop ce qu'il a crié, ni au sommet de quel col. Ça se trouve, en fait, il a crié les Allez deux. tous vous faire Une fois au enculer. sommet de l'Aubisque, une fois au sommet de l'Aubisque, une fois au sommet du Tourmalet, tu vois. Il a gueulé deux Il fois. a dit ça. Donc, on en a parlé d'ailleurs dans notre émission de ce week-end sur les cols les plus mythiques du Tour de France, qui sera bientôt à retrouver en replay, je crois, mais il faut demander ça à Polo. Du coup, Lapisse, lui, au sommet du Tourmalet, il jure à tout le monde qu'il va abandonner au bas de la descente. Finalement, au bas de la descente, il a retrouvé un peu de force et il continue. C'était plus une parole en l'air. Et la presse locale à l'époque dit cette journée du jeudi 21 est, au dire des concurrents, la plus sévère épreuve sportive qu'on ait jamais enregistrée. Ouais, et surtout que, alors il y a la difficulté du parcours, mais en plus il y a toutes les conditions hein, dont tu vas parler. Mais j'ai même lu qu'à ce moment-là, par exemple, il n'y avait pas de changement de vitesse. Tu étais obligé de retourner la roue pour changer de vitesse, par exemple, et de Il n'y a pas démonter de ta roue. dérailleur. Ouais, voilà, donc c'est un Il y a- beau il y a- bordel en plus, matériellement parlant. C'est ça, il n'y a pas de dérailleur, c'est un des trucs les plus importants à l'époque à noter. Ça existe déjà, le dérailleur, mais c'est pas autorisé sur le Tour de France. Donc voilà, tu as un seul développement, c'est comme si tu avais un pignon fixe et tu dois monter le Tourmalet avec ça. Il n'y a pas de potence non plus. Donc c'est pour ça qu'on voit les coureurs sur les photos qui sont très penchés sur le vélo. C'est qu'en fait, tu n'as pas cette potence de quelques centimètres qui te permet d'être un peu relevé et d'avoir les mains sur le cintre ou aux cocottes. Donc tu te retrouves tout de suite très courbé sur le vélo. Il n'y a pas de droit à l'assistance non plus. Les coureurs ont leur chambre à air autour du cou. On voit sur la photo d'Octave Lapisse, ils ont des maillots en laine, des vélos qui font facilement 13 kg. Alors, on a déjà un peu évolué depuis le premier Tour de France, puisque celui de Maurice Garin en 1903, sur le premier tour, il faisait quasiment 20 kg. Mais quand même, 13 kg, c'est le double de ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Donc, en plus de ça, tu as des conditions au-delà du matériel général, c'est-à-dire que l'étape, elle démarre à 3h30 du matin. L'école, c'est des sentiers en gravier. Le Tourmalet, ça signifie mauvais détour, c'est pas pour rien. Donc les conditions sont vraiment Ah ouais, pas ça optimales. veut dire ça. Mauvais détour, Ouais, Tourmalet. mauvais détour, ouais. Mais en quoi? En Pyrénées-Orientales? En occitan, ouais, un truc En comme ça. occitan, ouais, un truc comme ça. Ok. Je sais pas en quelle langue, mais voilà. L'info est sûre parce que Un mauvais on me l'a tour. dit, on me l'a dit au sommet du Tourmalet. Ok. Et non, il y a une anecdote assez folle sur le Tourmalet, c'est que 9 jours avant le Tour, Henri He's Desgranges, back. il envoie un de ses Ah, il est de retour. Il est un peu moins en difficulté que Octave Lapisse sur la photo là, qui monte à pied. Donc 9 jours avant le Tour, Henri Desgranges envoie un de ses assistants qui s'appelle Alphonse Stennes vérifier l'état des routes au sommet du Tourmalet. Et donc ce gars-là, il grimpe en voiture, mais à 4 km du sommet, il y a une tempête de neige et son chauffeur, il lui dit je monte pas plus haut. Donc il décide de continuer à pied. Là, il y a plusieurs histoires. Celle qui m'a fait le plus marrer, non, mais celle qui est la plus impressionnante et qui est vraisemblablement la plus fiable, c'est qu'il a été retrouvé dans la nuit dans un ravin parce qu'il était tombé. Donc on a dû lui donner à manger et à boire parce que le gars, il n'était pas dans une condition magnifique. Et ensuite, il a envoyé un télégramme à Henri Desgranges, donc son patron, le lendemain matin, en disant « Passez Tourmalet, très bonne route, parfaitement praticable ». Du coup, c'est sympa. Et il s'est passé quoi, du coup, dans cette étape de dingue? Du coup, c'est un peu à cause de lui que tout le monde a dû monter le Tourmalet et que demain, on va le monter pour la 84e fois sur le Tour de France. C'est lui qui est à l'origine de ce truc-là. C'est lui qui avait convaincu d'ailleurs Henri Desgranges de mettre des cols pyrénéens dans le Tour de France parce que Desgranges pensait que c'était trop difficile et que c'était infaisable. Donc sur cette étape-là, on a en fait une lutte incroyable entre Garrigou et Lapisse sur les pentes de l'Aspin, qui est le premier col du jour, ou le deuxième, je sais plus. Je crois que c'est le premier. Et ils font la descente alors qu'il fait encore à moitié nuit, parce que je t'ai dit, ils sont partis à 3h30 du matin. Donc quand même, t'imagines, tu vois l'état des routes en gravier comme ça. J'essaie de pas partir aussitôt. Ouais, voilà, mais t'imagines sur des routes comme ça, te faire la descente de l'Aspin de nuit, ça doit pas être évident. Et ensuite, ils abordent à deux le Tourmalet. Au bout de 13 km dans le Tourmalet, Lapisse descend de son vélo. Il passe quand même en tête, mais c'est Garrigou qui passe deuxième sans avoir posé le pied à terre. Donc il y a deux exploits en même temps. Lapisse est le premier à passer en tête du col et Garrigou est le premier à le faire sans marcher. Et Garrigou reçoit d'ailleurs une prime de l'équivalent de 150 francs à l'époque pour ça, pour avoir réussi à monter 100 mètres pied à terre. Alors je sais pas du tout comment il vérifiait que le gars n'avait vraiment pas posé le pied parce qu'il n'y avait pas une moto derrière chaque coureur. Mais voilà, apparemment ils ont su que Garrigou n'avait pas posé pied à terre. C'est finalement Lapisse qui va terminer l'étape en premier. Excuse-moi. Il va terminer à 17h40, donc 13 heures de course. Et il confirme en passant la ligne, il dit Desgranges est bien un assassin.
Les derniers coureurs, eux, ils arrivent à après 1h du matin, donc quasiment 24 heures de course, tout à fait normal. Il y a seulement 10 coureurs dans les délais, mais l'organisation décide finalement d'éliminer personne, même ceux qui sont arrivés à l'arrivée en voiture. Donc voilà, fair play. C'est fou parce qu'en fait, tel que tu en parles, aujourd'hui, ce genre d'épreuve qui se répétait, donc bon, tu avais 2 étapes comme ça qui étaient extrêmement compliquées pendant le Tour de Ouais. France, mais à côté de ça, tu as quand même des étapes où ils s'envoyaient sévères. Mais c'est un peu comparable à l'Ultra Trail du Mont Blanc, par exemple, pour des trailers. C'est-à-dire, c'est des courses pareilles qui durent 17 heures pour les premiers. Tu as ce genre d'écart, tu as des C'est considéré descentes comme du de sport nuit. extrême. Et effectivement, complètement, ouais, c'est un peu ouais, du sport extrême. Alors, oui et non pour les derniers, mais ça reste effectivement un sport qui est complètement différent en fait d'aujourd'hui, qui se dispute sur les mêmes timings, avec les mêmes écarts, aux mêmes endroits au final. Et c'est là que tu te dis que ce qu'ils faisaient avant, c'était complètement dingue. Complètement Ouais. dingue, Robin, ton histoire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars, l'équipe Explore sur René Vietto. Non, je l'ai Je vous mis le de côté, je conseille voulais le vraiment. regarder. Allez le regarder sur René Vietto, avec le sacrifice pour Antonin Magne, très C'est connu vrai. en 1914, est complètement fou. Tu vois, pareil, où Antonin Magne, par exemple, il est obligé Antonin Magne, en fait, René Vietto part en échappée. Et dans la descente, en fait, il se rend compte, en fait, il y a Antonin Magne là-haut, 3 km plus haut, derrière toi, qui a un problème. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'assistance. Donc, en fait, René Vietto, lui, il est obligé de faire quoi? Eh ben, il s'arrête dans la descente, il fait demi-tour, il remonte 3 bornes Putain. avec son vélo où il ne peut pas changer de braquet parce qu'il n'a pas le temps de retourner la roue. Et donc, il est obligé de refaire 3 bornes. Et là, il donne son vélo à Antonin Magne qui part et qui va gagner le tour à nouveau cette année-là. Et tu as t'as plein d'anecdotes comme ça complètement dingues. Et ça, c'est au début du reportage de l'équipe Explore sur René Vietto. Franchement, allez voir la suite parce que c'est une histoire complètement dingue sur René Ouais, une longue Vietto. carrière en plus, René Vietto, Ouais, c'est pour ça, franchement, ces époques-là, qui a démarré c'est très super jeune, solide. qui s'est fait prendre ses meilleures années par la guerre. Ah ouais, non, franchement, c'est un super reportage que je vous conseille. Je ne vous ai quasiment rien dévoilé du plus croquant sur ce reportage-là, en tout cas. Chatroom, les copains, on revient un peu à l'actualité. Merci Robin pour cette De rétro rien, les gars. qui, on n'imagine pas, mais doit prendre un temps de dingue à préparer pour vraiment se fondre là-dedans Un et petit peu. ne rien Mais oublier. ça va, j'aime bien. Du gros boulot que tu fais pour nous, donc ça déchire et pour les rouleurs qui apparemment apprécient autant que nous. Passons donc à la chatroom, les amis, vous pouvez commencer à poser des questions. Allez vous faire un conseil de classe des équipes avant la fin du tour et leur donner des notes, ce serait cool à faire. On pourrait par exemple donner nos 3 meilleures notes, nos 3 pires notes. Ça peut être un truc qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire un conseil de classe très très long, mais nos trois meilleurs, nos 3 pires, avec les notes pour les Français, si on prépare vite fait avant de chacun de notre côté. En tout cas, Paul et Robin, pourquoi pas. On verra, on en reparlera. J'ai vu le début, vous avez craché sur le comportement de Pogacar. Bah non, Fricadel, pas De tant que ça Carapace. finalement. Oui, de Carapaz, non, pas tant que ça, mais on t'invite à regarder sur YouTube le replay si tu veux savoir ce qu'on en a dit, mon pote. Pogacar fait les JO? Oui, tout simplement. RCG. Que pensez-vous de la stratégie de Total Direct Energy? En gros, Polo, c'est surtout ce qu'a fait aujourd'hui Pierre Latour. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, j'ai bien aimé son attaque dans le col d'Épée Ressourdes. J'ai moins aimé sa descente et j'ai encore moins aimé sa nouvelle attaque dans le Val Louron. Un peu inexplicable parce que j'avais quand même l'impression qu'il avait des bonnes jambes, Pierre Latour, notamment dans sa première attaque, dans sa première attaque dans le col du Péreux-Sourde. Je comprends pas trop, à contre-temps, des efforts faits un peu inutilement. Alors après, notamment les gars d'Eurosport que j'écoutais disaient qu'il se faisait plaisir et qu'il se faisait un peu kiffer parce il revient de loin et que ça fait longtemps qu'on a vu qu'il n'avait pas dû prendre du plaisir sur le vélo. Écoute, ça se voit en tout cas qu'il prend du plaisir. Voilà, maintenant
Il y a moyen de le faire avec un peu plus de jugeote, je pense. Après, encore une fois, je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression vraiment qu'il avait des bonnes jambes aujourd'hui, Pierre Latour. Ok. Paul, quelle note donnes-tu au Tour des Français? Ça peut être une très longue réponse, ça. Et puis, On va attendre que C'est un débat entier, ça. on va attendre que le tour se termine, surtout. On va attendre demain. Il y a une chance pour les Français, une chance pour une équipe française de gagner le chrono aussi. Voilà, on va attendre quand même avant de donner une note aux Français. Qui pour gagner les JO, les gars? Evenepoel. Oh, ok. Pogacar. Eh ben, tu Ouais. penses que Pogacar il sera leader si un Roglic revient en forme? Tu penses qu'il n'y aura Pourquoi il pas reviendrait en forme, Roglic? Bah, j'ai lu dernièrement que ses sensations étaient de retour, qu'il avait plus de douleur et que Moi, je pense qu'il y aura deux je me leaders. dis que Slovènes. ouais, mais je me dis Ouais, qu'il y c'est aura ça. peut-être si un peu comme Pinot Bardet, si tu veux. Pinot à la Philippe sur les mondiaux à Innsbruck, que s'il y en a un qui doit bosser pour l'autre, ce sera Ouais, mais plus Pogacar pour Roglic. à Innsbruck, il n'y avait qu'un seul leader, justement. Ouais, c'est pour ça, je pense Ah que oui, non, attends, c'est ouais, tu vois. Romain qui disait qu'il allait y avoir deux leaders, autant pour moi. Oui, moi, je pense qu'il y aura deux leaders. Enfin, Ok. ça Moi, me paraît très bizarre si t'as Pogacar qui vient de gagner le tour de lui dire non, tu vas bosser pour quelqu'un d'autre. Ouais, moi j'avoue que bon, ça sent quand même la victoire slovène, mais j'ai envie de croire en Evenepoel qui s'est bien préparé, qui a fait un stage au Mortirolo, qui a monté, descendu, remonté, redescendu. J'ai quand même l'impression que le Krakito belge, il va arriver bien prêt pour ces Jeux Olympiques. Après, voilà, face aux monstres sacrés que sont Roglic et Pogacar, qu'est-ce qu'il y aura Puis le problème, c'est toujours ça, c'est qu'ils sont deux et ils courent dans la même équipe, quoi. C'est même pas comme le Tour de France ou une classique. Donc, ce sera très compliqué de les manœuvrer les deux. Ok, une dernière petite question et après on passe au quiz, les copains. Cavagna peut-il faire podium sur le contre-la-montre? Sur les JO, Oui, j'imagine. je ne maîtrise pas, j'ai plus en tête le chrono des JO. Le parcours, je l'ai pas non plus. Mais si c'est plat, oui, un podium, c'est pas déconnant, hein. Je me rappelle plus. Il faudra qu'on regarde bien le parcours parce que sinon là, Ouais. Oui, c'est on va vrai. dire des On va conneries. dire- c'est vrai qu'on va dire. C'est sûr on que va si dire c'est l'arrivée à la planche des belles filles, que tu me diras Cavagna avait fait un super chrono à la planche des belles filles, donc, Ouais, mais pas podium, quoi. mais pas podium. non, pas podium. Prenez une petite question, les gars, en attendant. Moi, je vais juste chercher le quiz, les copains. Donc, si vous voyez une question qui vous intéresse, n'hésitez pas à la prendre. Godu dans le top 10, on y a répondu tout à l'heure. Ne faudrait-il pas changer les règles sur les points du maillot à poids? On va encore se retrouver avec Pogacar qui va tout rafler. C'est un peu chiant, non? Moi, je trouve pas parce que si c'est le meilleur grimpeur, je préfère que ce soit le meilleur grimpeur vraiment, c'est-à-dire celui qui grimpe vraiment le mieux, qui prenne le maillot à poids, plutôt que Van Aert parce qu'il aurait été dans des échappées, quoi. Ouais, c'est un débat qu'on a eu un peu, sur lequel il faudra qu'on se penche parce que c'est embêtant. Le truc, oui, évidemment, c'est le meilleur grimpeur qui gagne. Ce qui est embêtant, c'est que c'est quelqu'un qui ne joue pas ce maillot qui le gagne. Mais alors, comment tu fais? C'est pas dit qu'il le joue pas, là, regarde, il allait Non, mais prendre bien un sûr point. qu'il le joue, mais il le joue par la force des choses parce qu'il sait que là, il allait prendre un point parce qu'il sait qu'il allait en prendre Donc, 40. ça veut dire que tu donnes forcément le maillot à un mec qui fait des échappées. Parce que le jouer, ça veut dire ça, ça veut dire aller en échappée. Je sais pas, il faudra trouver un moyen de le rendre plus attractif pour les favoris. Bah, si ça fait 2 ans que Pogacar il le gagne, pourquoi tu veux le rendre plus attractif pour les favoris? Parce que c'est pas son objectif, tu vois. Il se dit pas en Mais ça arrivant. ne sera jamais, Polo. T'as jamais un favori qui va se casser Non, le cul pour gagner en plus le maillot à poids. non, mais bien Non, sûr. mais est-ce que Ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu mets pas gain de, c'est con, hein, mais gain de 30 secondes pour le premier du classement de la montagne à la fin du ouais, tour. Tu vois, ça me, bonus de 30 secondes, et là, tu es sûr que ça me Pogacar, par paraît contre, ça me paraît c'est alambiqué. Non, alambiqué, c'est sûr, mais je pense que ce qui gagnerait, c'est de revenir sur le devant de la scène comme il l'était dans les années 2000, voilà, dans les années Virenque. Pour le coup, Virenque le jouait en faisant podium, il l'a surtout joué, plus tard, comme Jalabert, des gens qui ont donné qui ont donné un vrai écho à ce maillot, et j'ai l'impression qu'il en a plus trop ce maillot, donc c'est Attends, dommage. il y a eu Barguil, il y a eu Alaphilippe, qui ont été des maillots à poids, qui ont fait plaisir à tout le monde, qui ont été Majka. chercher des belles étapes en montagne. Ouais, Maïchka, tu vois, dans les Machka, on s'en fout. Tu vois, Non, mais Majka, c'est un Oh, vrai oh, exemplaire. fais gaffe. Quintana le gagne en demi. Enfin, tu vois, les mecs qui. De toute façon, il y a un truc qui est énervant, c'est les maillots qui sont gagnés par des gens qui ne le jouent pas forcément. Alors évidemment,
comme tu me le disais, oui, mais Pogacar, il a pris des points aujourd'hui. C'est comme le mec qui gagne le maillot vert. Le mec qui gagne le maillot vert, bon, au début, il joue les victoires d'étape, quoi. Pas tous, hein. Tu vois, un Peter Sagan qui a donné Pas tous. ses réelles lettres de noblesse au maillot vert, il le jouait Il pas. joue le maillot vert, ok. il jouait- Mais Sam Bennett, quand il le prend l'année dernière, il le prend surtout parce qu'il gagne des étapes, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Alors Tu vois, après, là, c'est là, quand on même souvent une s'engage, conséquence collatérale. on s'engage sur voilà, sur des questions sur lesquelles il faudrait qu'on réfléchisse beaucoup plus. Mais peut-être qu'en y réfléchissant, c'est peut-être pas si mal de laisser ça comme ça. Mm. Moi, oui, que le meilleur, évidemment, Pogacar, c'est le meilleur grimpeur de ce tour, il va gagner le maillot à poids. Bon, à partir du moment où on part de ce principe-là, pourquoi pas. Moi, j'ai cette impression que c'est un peu un maillot au rabais, porté par le second du classement. Jalabert a dit sur France Télé, Polo, je sais pas si tu l'as vu, il parlait du fait que Pogacar avait fait un beau rapproché aujourd'hui pour le maillot à poids. Et Pogacar, Jalabert disait c'est le nouveau barème fait en sorte que ce soit plus difficile pour gagner un maillot comme lui avait gagné en fait. Comme lui avait fait en 2001, 2002 ou 2002, 2003, j'ai oublié. Et il avait gratté 2 maillots à poids en n'étant pas le meilleur grimpeur. Et alors, c'était Jalabert, on était content. Mais si t'es pas français, est-ce que tu es content de voir un mec qui n'est pas grimpeur gagner le maillot à poids? Est-ce que tu es content de voir Ouais, mais je suis français, Jalabert, Charteau, qui sont loin d'être les meilleurs grimpeurs quand ils gagnent, gagner le maillot à poids si t'es pas français? Ouais, bien sûr, mais t'as la satisfaction de te dire que c'est des gens qui l'ont vraiment joué, quoi. Donc c'est toujours pareil. C'est encore une question de curseur et de là où tu places ce que tu as envie de voir, quoi. Parce que, Vaste débat, mais en ouais, tout cas, t'as raison, comme Joseph, tu c'est le dis, terminé. Polo, c'est une question sur laquelle on peut largement, longuement réfléchir, et c'était une très bonne question. C'est exactement ce qu'on veut dans la chatroom, les copains. Du coup, voilà d'autres questions auxquelles, les amis, vous devez réfléchir, mais surtout, vous devez répondre, et surtout celle-là, le plus rapidement possible. Quiz Quoi le thème? sur Alberto Contador. C'est pas bon pour moi, ça. Oh, si ça va, Polo, t'inquiète. Je pense que ça va être bon pour toi. On va voir. Alors, première question rapidité. Le surnom de Contador. El Pistolero. Égalité. Combien de Vuelta a-t-il gagné? 2. 2. 3, putain. Ah, putain, j'aurais dit 2 aussi. 12. 8, 12, 14. Point pour personne. Combien de Giro a-t-il gagné? 3. Non. 2, parce qu'on lui en a enlevé un. 2008, 2015, et on lui a enlevé 2011. Allez, celle-là, ok. Moi, j'avais oublié effectivement qu'on lui en a enlevé une. Du coup, c'est comme si je demandais pour Lance combien de tours a-t-il gagné et que si la bonne réponse c'est 0, c'est pas faire. C'est pas faire. Attends, il y a point pour personne alors? Oui, t'inquiète. D'accord. Combien de maillots blancs sur le tour a-t-il gagné? 2. 0. Ni l'un ni Ah l'autre. non! Non, il gagne en C'est 2007. Un seul en 2007, du coup? Un seul, ouais. Ouais, putain. Je pensais qu'il y en avait un autre. On n'est pas bon du tout. Question suivante. On va aller trop vite. Où a-t-il gagné sa dernière victoire en carrière? Angliru. Bravo, Robin. Ouais, putain. 1-0. J'en parle Ouverture du score. J'en parle dans l'émission, quoi. Ouais. C'est vrai. Contador a gagné la 15e étape du Tour 2009. Où arrivait cette étape? Verbier. Pontarlier, Verbier. Ah, carrément. Ok. Quel produit a été retrouvé dans ses urines? Clenbuterol. Tout à fait. Apparemment, papa de Robin tient une pharmacie. Et bravo Zdenek qui avait trouvé très rapidement Verbier. Ouais, pas plus vite que Robin, je pense. J'ai écrit une question, n'importe quoi. Il a gagné la Vuelta 2014, point. Devant qui? J'ai mis réponse 2014. Devant Rodriguez. Ouais, mais je peux pas vérifier là, je me rappelle plus. Je fais confiance à Robin. À 10 près, quel est son meilleur résultat sur un championnat du monde? 15. Non. Je sais pas, 30. Oui, Polo, 38e. Yes. Je le savais. Prend, hein. Je le savais. Ah, pas grand monde l'avait dans le chat, hein. Les gars, ils disent 11, 6, 12.
Ouais, 25. 25. Personne n'avait pour l'instant. C'est Mathis qui avait la meilleure Et réponse. c'était pas Rodriguez, apparemment, c'est Froome hein, qui fait 2 sur la Volta Ah ouais, tu vois, 2014. moi, Bien fait de pas te faire confiance. Bien fait de te faire confiance plutôt. Allez, une dernière question sur Alberto Contador. En quelle année a-t-il terminé premier du classement mondial? 2009. Bravo. Bravo. J'ai hésité avec 2008 en plus, parce que comme il gagne les 2 grands tours en Moi, 2008. j'allais dire 2008 parce qu'il gagne justement les. Allez, on finit les avec 3 2 grands tours. questions sur Bernard Hinault. 2 seulement? Ouais, 2 seulement. Pourquoi 2 seulement? Ah T'en non, as que deux mais je vous ai déjà fait le quiz Bernard Hinault. Non. Non, je crois pas. Non, tu Ah nous as non fait Fignon. Tu nous as Vas-y, fait bon bah. Fignon. Ok, Vas-y, bon ça va bah, vite, je on en vous fera un en. deuxième. Vas-y, je vous en fais un peu plus. Je vous en fais 3. Allez. Parce que je garde des fais-en questions, 10. ça met du temps, mais ça met du temps à préparer. Après, j'en ai plus, Robin. Moi, j'ai pas toute ma journée après pour faire les émissions. Pourquoi n'a-t-il pas participé au Tour 83? Blessé. Ouais, Au blessé. genou. Au genou, ouais. Blessé au genou. Ouais, je sais. Tu savais, Polo, en plus. Ouais, je savais, mais je pensais pas que c'était aussi bête la réponse. Je sais qu'il y avait un autre truc chelou. Non. Qui était J'ai le eu un doute aussi, directeur ça. sportif de Gitane quand Hinault il Guimard. devient professionnel en 75? Guimard. Non. Anctil? Non. Le directeur sportif de Gitane. Ouais. Stablinski. Stablinski. Tout à fait. Jean Stablinski ensuite a été remplacé directement parce que Hinault ne supportait plus Jean Stablinski. Qu'a déclaré à l'arrivée de Paris-Roubaix Bernard C'est une Hinault? cochonnerie. Non. Enfin, peut-être qu'il l'a déclaré, mais c'est pas la déclaration que j'ai. Mais c'est un Il a peu. dit que c'était une course de merde, non? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Qu'il ne Mais c'est reviendrait une plus course. jamais. Qu'il reviendrait plus jamais. C'est pas cochonnerie qui dit? C'est pas loin. C'est pas loin, mais c'est pas cochonnerie qui dit. C'est une course. C'est une course. Ah, moi, il déclare à la Hinault, quoi. C'est une course. Une saloperie. Un peu, un peu. Je sais que c'est ça, je croyais que c'était cochonnerie le truc. C'est pas merdique, c'est pas une saloperie, c'est pas de la merde. En tout cas, il le disait clairement. Qui va j'ai oublié. Personne ne l'a pour le moment. C'est pas 3, cochonnerie, c'est pas saloperie. 2, 1. C'est une course à la con, tout simplement. Ah bon? Il l'a dit à l'arrivée. Okay. Il l'a dit très clairement. C'est une course à la con. Dernière question. Hinault a été sélectionneur de l'équipe de France. Il a fait face à une fronde, car Marc Madiot et Martial Gaillan refusent de se sacrifier pour un coureur qui fait, selon eux, bande à part. Qui? Leblanc? Non. Duclos Lassalle? Non. Moncassin? Non. Vainqueur du Grand Tour? Jalabert? Non. Vainqueur du Tour de France? Fignon. Oh, félicitations, Robin. Et effectivement, c'est Laurent Fignon qui, soi-disant, faisait bande à part. Et Bernard Hinault qui n'a pas fait un très grand mandat à la tête de l'équipe de France. Non. Il disait que il a fait d'autres trucs mieux, quoi. Ils en faisaient qu'à leur tête. Mais bon, voilà. Ça a toujours été très compliqué pour les anciens coureurs d'être sélectionneur de l'équipe de France. Bravo, Robin, pour cette victoire. 7-3. Oui, c'est vrai, Fauclair. Excellent. Bravo les gars. Du coup, victoire de Robin, ça fait 7-3. Non, ça fait au moins 8-4. Au moins 8-4. Ouais. C'est vrai que c'est pareil. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Merci à vous deux les gars pour cette nouvelle quotidienne qui a duré à nouveau 1h15. On se régale, on a plein de choses à dire. Demain, on espère avoir une journée aussi trépidante qu'aujourd'hui, les amis. On se retrouve donc à 19h sur Twitch au même endroit. Si vous n'avez pas vu le début de l'émission, elle est disponible sur YouTube. On fait coucou à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, les amis. Et à demain, du coup. Ciao, ciao les rouleurs. Bisous. Ciao. Salut les gars.